Content de vous revoir encore avec nous ici à ADN Sportif. Mon nom, c'est Alex Hervé. Et moi, c'est Amélie. Aujourd'hui, Alex, on s'en va voir des athlètes au football. Oui, un sport mythique, un sport qui se joue de différentes façons selon les fédérations également. Ben moi, je dirais que c'est vraiment un jeu qui est technique, tactique. Il y a vraiment des belles compositions de jeu. Fait que c'est intéressant d'en savoir plus à ce niveau-là. Est-ce que tu as le goût d'en savoir plus? J'ai absolument le goût d'en savoir plus. Penses-tu que je vais manger des mises en échec? Sûrement. Mais est-ce que tu vas faire un touchdown? C'est là la question. Oh, allons voir. Là, on est avec Luc Brodeur-Jourdain des Alouettes de Montréal. Bonjour. Bonjour, bonjour. Luc, d'abord, la différence de taille. Assez impressionnant, juste ça. Mais là, on va commencer quand tu étais tout petit, Luc. Oui. Ça commence comment, cette passion-là pour le football? Oh là là, ça découle, comment dire, vraiment plus tard dans ma vie. Ah oui, ok. Moi, étant un enfant, j'étais plus axé vers le baseball, qui était un sport dans lequel, comment dire, ton gabarit ne te nuira pas trop, autre que la zone des prises. Mais quand on joue dans les petites ligues, la zone des prises n'a pas vraiment de différence. Là. OK. Mais sinon, ça a été vraiment au niveau exploratoire au cégep. J'étais ici à la Polyvalente Hyacinthe-Delorme, à Saint-Hyacinthe. Et puis, lorsque j'ai gradué, parce qu'il n'y avait pas de football à l'époque à la PhD, lorsque j'ai gradué, j'ai évalué les avenues possibles, puis je voulais faire un deck en électronique. Donc, il y avait le cégep de Granby qui l'offrait, puis il y avait le cégep de Saint-Jean-sur-Richelieu. Et c'est à ce moment que j'ai été au cégep de Saint-Jean. Puis là-bas, il y avait une équipe de football il y avait une pénurie, si on veut, de jeunes. Il y avait beaucoup de problèmes de recrutement à l'époque. Donc, vu mon gabarit, encore une fois, on m'a demandé si ça m'intéressait. Puis, je suis allé y goûter une première fois et puis la piqûre est arrivée. Te souviens-tu du moment où est-ce que tu l'as eu, cette piqûre-là? Oui, mon premier 1 contre 1 que j'ai fait. Je connaissais aucune position au football, je n'avais aucune idée de quoi faire. Et puis on m'a dit, faut que tu sois dans un 3 points d'appui. Donc j'essaie de prendre la position. Je connais pas le football. J'allais l'essayer, mais je connaissais pas du tout le sport. Donc je prends la position qui me semble adéquate, là, que je voyais les autres faire, mais c'était pas idéal. Et de vivre le défi de bloquer quelqu'un avec le jeu de pied, quelqu'un qui est athlétiquement plus vite que toi, plus rapide que toi, parce que la ligne défensive et la ligne offensive, c'est ça le match-up. C'est des gros bonhommes contre des gros bonhommes, mais des gros bonhommes plus vite qui veulent se rendre à ton corps arrière. Donc, tu dois trouver une alternative. Tu dois effectuer le bloc avec, oui, ton haut du corps, mais ton jeu de pied aussi également qui est primordial. Donc, d'apprendre toutes les technicalités de la chose, d'apprendre mon sport. Écoute, c'est de vivre l'échec constamment, puis moi, j'adore ça. Tu dis, ben t'adores ça, vivre l'échec constamment, fait que je suppose que t'as pas tellement eu de difficultés au début. As-tu quand même eu des moments où est-ce que t'as dit, crime, je suis pas fait pour ça? Ou, Il y en a eu une multitude, mais je pense qu'au niveau comportemental, une personne qui est axée et qui est compétitive, t'es appelé à vivre plein de défis, vivre énormément d'échecs, et à chaque fois que tu vois un échec, c'est toujours de trouver une solution. Qu'est-ce que je peux changer? Qu'est-ce que je peux faire? À titre d'exemple, quand j'ai commencé à jouer au football, j'étais fumeur et je faisais de l'embonpoint. Donc, tu sais, de commencer une carrière de football, de commencer un sport, bon, ben je fais des changements dans ma vie qui vont m'aider dans la progression de mon sport. J'avais aucune connaissance football, donc j'ai commencé à regarder du football, commencé à regarder, juste connaître les règlements, déjà a priori, tu sais, donc c'est de prendre une quête d'informations autour de soi, d'écouter les entraîneurs que j'avais qui étaient là pour m'améliorer sur le terrain. Donc, c'est une panoplie d'échecs, panoplie de défis dans lesquels tu te remets en question, mais si tu te remets en question, c'est pas une chose négative, c'est plus de te dire, bon, ben à quel moment, qu'est-ce que je dois changer pour parvenir à mes buts? Puis dans ce parcours-là, à quel moment l'électronique a pris le bord et t'a dit, là, je poursuis dans la lignée? Écoute, c'est un choix que j'ai fait à la fin de mon cégep. Okay. J'étais titulaire de mon deck en électronique et puis j'étais prêt à faire le saut au niveau universitaire. C'était à savoir, est-ce que je m'inscrivais à l'ETS, l'École des techniques supérieures à Montréal, ou est-ce qu'il n'y a pas de programme de football, ou j'y allais dans le volet football. Et puis, j'ai fait mes visites universitaires. J'ai quand même fait, je crois, au total 14 visites universitaires au Canada. Donc, j'ai été jusqu'en Saskatchewan, en Colombie-Britannique, visiter les programmes universitaires. Puis, quand j'ai visité l'Université Laval, j'ai su qu'il y avait là ce que je cherchais le plus.
C'était un endroit où est-ce qu'on ne me garantissait pas d'être sur le terrain. On me disait pas tu vas être un joueur dominant, tu vas être un joueur important. On me disait plus ta première année, ça se peut que tu joues pas du tout, tu vas être sur notre équipe de pratique, on va s'assurer de travailler avec toi pour améliorer ta technique, tes connaissances football. Et puis, j'y voyais un défi, encore une fois. Donc, de voir cette avenue-là. Puis, au niveau des études, j'ai fait un baccalauréat en administration des affaires parce que, ultimement, tout le monde dans notre société, on va travailler pour quelqu'un ou on va travailler pour soi ou on va travailler pour le gouvernement. Donc, pourquoi pas avoir des études en administration des affaires? Après ça, est venu, bien sûr, les Alouettes de Montréal. Oui. Tu souviens-tu de ton premier match? Le feeling en dedans, c'est quoi, là, avant de rentrer sur le terrain? Mon premier match pré-saison, en 2008, avec les Alouettes, je crois que mon numéro, c'était le 66. Puis, je me souviens encore d'être dans la chambre des joueurs avec les vétérans qu'on avait. Il y avait Dave Mudge, Luke Fritz, Brian Chu, Scott Flory, Paul Lambert. Puis j'étais avec la ligne offensive et je me souviens des vétérans qui m'avaient dit hey, le jeune, apprécie ton moment. Parce que la réalité, c'est ça, tu ne sais pas, tu y es, tu t'es fait repêcher, tu vis un match pré-saison, mais tu ne sais pas si c'est ton dernier. OK. Tu ne sais pas si c'est ton dernier. En étant repêché, je savais que c'était pas mon dernier match de football parce que j'ai été retranché, je suis retourné à l'Université Laval et j'ai fait ma 5e année. Donc, je savais qu'il y avait quand même une opportunité de continuer à jouer au football pour un an, mais je savais pas s'il y avait d'autres choses après. Donc, vraiment, j'ai apprécié ce moment-là. Puis, je me souviens d'avoir foulé le terrain avec le sentiment de comment dire, c'est vraiment exceptionnel de pouvoir aborder un chandail qui est de ta région, de chez toi. Et puis de la fierté d'avoir aussi passé au travers mon cheminement, ma passion, ma vocation au football en ne vivant jamais l'exil. J'ai quand même été quelqu'un, je suis né ici à Saint-Hyacinthe, j'ai été à un cégep ici au Québec, ensuite à une université québécoise également pour être finalement repêché au professionnel dans notre équipe sportive de football à Montréal, au Québec. Donc j'ai tout vécu sans vivre l'exil. L'histoire du football américain est liée avec l'histoire du rugby. Les deux jeux ont leur origine au Royaume-Uni. Le football américain résulte de plusieurs divergences majeures du rugby. La différence majeure est dans l'introduction de la passe en avant. Le premier match de football américain de l'histoire s'est tenu le 6 novembre 1869. Il s'agissait d'une rencontre universitaire entre les équipes de Princeton et les Rutgers. Pour ce match, 25 joueurs étaient présents sur le terrain, alors qu'aujourd'hui, seulement 11 sont nécessaires. Le football professionnel apparaît quant à lui en 1892. En 1920, l'American Professional Football Association se forme. Cette ligue a changé de nom 2 ans plus tard en devenant la National Football League, comme on la connaît, la NFL, qui devient la ligue majeure du football américain. Sport d'abord populaire dans les villes industrielles du Middle West des États-Unis, le football professionnel devient un phénomène national. Une ligue rivale à la NFL, l'American Football League ou AFL, a fait ses débuts dans les années 60. La pression mise sur la ligue plus ancienne a mené à une fusion des deux ligues et à la création du fameux Super Bowl qui est, à chaque année, l'événement télévisé le plus regardé aux États-Unis. Salut Marca, ça va bien? Oui, ça va bien. Oui, j'ai envie de parler de ton métier de chiropraticienne. Donc, j'ai des questionnements par rapport à quel est ton travail, comment tu aides à la santé et au bien-être des gens? Parfait. Donc, en chiro, en fait, on va s'attaquer à la prévention, mais aussi on va soigner les petits bobos de monsieur, madame, tout le monde et des sportifs. OK. Puis on parlait ici de blessures. De quel type de blessures que tu peux traiter? Il y a plusieurs conditions qu'on peut traiter. En fait, on est des spécialistes du système musculo-squelettique, ce qui veut dire les muscles, les articulations, mais aussi tout ce qui a trait au système nerveux. OK. Puis comment tu traites ça? Est-ce que tu as des manœuvres, des outils, des façons de faire qui te différencient des autres praticiens, par exemple? Bien, en chiro, on a plusieurs outils qu'on peut utiliser. On va faire du travail musculaire, on va venir travailler les articulations,
On a aussi de la prescription d'exercices. On va faire des mobilisations qui sont un peu plus douces et on peut aussi utiliser les ajustements chiropratiques qui font un peu peur au public des fois, mais qui sont non douloureuses et sécuritaires aussi. Le fameux crack qu'on entend des chiropraticiens, il fait plus peur que de mal. C'est ça que tu m'expliques? Exactement. Peux-tu m'expliquer comme concrètement, qu'est-ce que vous faites pour que ça fasse un bruit comme ça? Parfait. Donc, on a notre articulation. Notre articulation a un certain mouvement naturel qu'on appelle une amplitude de mouvement. Avec l'articulation, on vient la placer justement à la fin de ce mouvement-là et on vient appliquer une force qui est rapide, ce qui permet une relâche de gaz dans l'articulation. Donc, ce qu'on entend, c'est pas le craquement des os, c'est vraiment la relâche du gaz. Donc, on vient libérer en fait la pression dans l'articulation, ce qui permet de restaurer notre amplitude de mouvement et aussi de réduire la douleur. Exactement. Okay. Cool, excellent. Puis par rapport à, mettons, tu parlais d'exercices thérapeutiques. Oui. Donc, il y a le volet, oui, manœuvre, il y a le volet où est-ce que tu vas faire des manipulations, mais il y a tout le volet aussi réhabilitation qui est important pour pas que ce traitement-là serve à rien dans le fond. Exactement. Donc, c'est une partie qui est super importante, des fois peut-être un peu oubliée par les patients et par les spécialistes en général. La prescription d'exercices. Les patients qui font leur exercice à la maison, c'est souvent la clé du succès. Puis pas juste en chiro, pour n'importe quelle thérapie que les gens vont entreprendre, c'est ce qui amène les meilleurs résultats. C'est l'engagement, dans le fond, puis la Exactement. constance, parce que dans n'importe quoi, même l'entraînement, si tu fais un entraînement une fois semaine avec ton entraîneur, ça ne donnera pas les mêmes résultats que si tu le faisais toujours à la maison. Non, exactement. On parlait de ta clientèle plus tôt ensemble. Donc, tu travailles avec quelle personne, quelle tranche d'âge? Donc, dans ma pratique, je vois des enfants à partir de 4 ans jusqu'à peu près 91 ans. Là, présentement, c'est ma plus vieille patiente. 4 ans, il y a des chiro qui se spécialisent dans les bébés. Moi, je suis un petit peu moins confortable avec ça, donc je les laisse vraiment à ceux qui sont spécialisés là-dedans. À partir de 4 ans, on peut traiter en fait une série de conditions. Puis 91 ans aussi, des fois, bon, on se fait mal, même à cet âge-là, donc on a besoin d'un peu d'aide. Donc, c'est vraiment ma clientèle. Monsieur, madame, tout le monde et aussi les sportifs. J'ai une petite affection pour les sportifs, étant un athlète moi-même, donc ah ouais, quel sport? J'ai fait longtemps du kayak de vitesse. Cool! Oui. C'est là vient ton intérêt du corps humain, de la santé. Oui, je pense que oui. Ça a vraiment été le déclencheur pour moi de vouloir aller aider aussi les athlètes et aussi monsieur, madame, tout le monde, le sportif de fin de semaine qui veulent faire des triathlons, des trucs comme ça. Puis là, tu as une fibre entrepreneuriale de ce que j'ai compris. Qu'est-ce qui se passe en ce moment pour toi? Bien, en fait, je viens d'ouvrir ma clinique chiropratique à Granby qui s'appelle Chiro Clinique Zénith. Je suis bien excitée avec ça. C'est dans une belle clinique multidisciplinaire, donc on va pouvoir collaborer avec plein de spécialistes, des orthopédistes, des médecins sportifs. Donc, puis on te retrouve aussi à Saint-Hyacinthe. Oui, aussi à Saint-Hyacinthe, à la clinique chiropratique Saint-Hyacinthe, où j'offre les mêmes services, les mêmes bons soins, juste dans un endroit différent. Alors, on est avec Sébastien Deschamps, qui est entraîneur pour les lauréats ici du Cégep de Saint-Hyacinthe. Ça va bien? Bonjour, ça va bien, toi? Très, très bien. Entraîneur depuis combien de temps? Ça fait 8 ans que je coach. Ça va être ma 3e année ici. 3e année ici. Qu'est-ce qui t'a poussé au début, là, à l'origine, à te lancer vers le football dans ta carrière? Je dirais que c'est la passion pour le sport. OK. C'est la passion pour le sport. J'ai joué au football depuis que j'ai 6 ans. Puis dès que j'ai fini ma carrière de joueur, il a fallu que je reste dans l'environnement. Fait que, naturellement, ça a été vers le coaching. OK. Puis ta première équipe que tu as coachée, est-ce que c'est ici? Non, j'ai coaché à Édouard-Montpetit. OK. Après ça, j'ai coaché à Champlain-Saint-Lambert. Qu'est-ce que tu as trouvé de plus difficile de passer de la carrière de joueur à la carrière d'entraîneur? Une excellente question. Honnêtement, je trouve pas que ça a été difficile. OK. J'ai vraiment, je trouve que j'ai bien fait ça. J'ai vraiment aimé ma transition parce qu'en tant qu'entraîneur, tu as encore le même sens de l'adrénaline. Tu as un peu moins de pression, si on veut, tu es moins sous les projecteurs. Mais tout ce qui est plan de match, tout ce qui est planification de match, tout ce qui est stratégie, moi j'adore ça. Puis je continue à jouer au flag football aussi. Okay. J'ai encore un peu l'aspect compétitif. Mais non, ça n'a pas été difficile pour moi. T'es quel type d'entraîneur, toi, pour tes joueurs?
Il faudrait leur demander. Mais je dirais que je suis quand même proche de mes joueurs. J'aime avoir une bonne relation avec mes joueurs. J'aime avoir une relation de confiance avec mes joueurs. Pour moi, c'est une chose qui est très importante. Ça, c'est toi avec les joueurs. Toi, qu'est-ce que tu recherches chez les joueurs? Ça, c'est une excellente question. J'ai une grande liste, il faudrait que je te sorte ça. Mais non, je te dirais que la passion pour le sport, je dirais que c'est probablement le numéro un. Parce que quand tu as la passion pour le sport, le reste, ça vient. Parce que le talent, ça se développe. Mais quand tu as la passion, tout le reste, ça vient avec... les gars, ils vont travailler fort dans les salles de classe, ils vont travailler fort dans les salles de muscu. Le reste, ça va venir. Si tu as la passion pour le sport, ça paraît sur le terrain aussi. Tu parlais de salle de classe, c'est vraiment une équipe étudiante. Les lauréats, est-ce que des fois c'est difficile? Tu sais, un joueur qui est super passionné par le football, est-ce que des fois c'est un peu plus difficile avec les études ou vraiment les deux doivent venir ensemble? Les deux doivent venir ensemble, Okay. Absolument. Dans tout le réseau de la RSEQ, le réseau étudiant sportif, on a un nombre de cours qu'on doit passer pour être capable de jouer au football ici. Donc c'est pas une école, c'est pas une équipe civile. C'est vraiment relié avec l'école. Okay. On a des périodes d'études, on a du suivi académique, on a beaucoup de services qui sont offerts aux étudiants pour s'assurer que leur développement, autant en termes de football, mais surtout en termes d'académique, se passe bien. Au niveau collégial, en ce moment, est-ce que tu as des joueurs que tu vois déjà qui vont atteindre des objectifs assez hauts dans leur carrière? Plusieurs. Ah ouais? Pour beaucoup de joueurs, quand les joueurs rentrent ici, leur objectif, c'est d'aller jouer universitaire. Présentement, je dirais qu'il y en a... Cette année, on va probablement en avoir, je dirais, 8 qui vont aller au prochain niveau l'année prochaine. Et là, au niveau où est-ce que tu es là, après le nombre d'années que tu me dis tantôt d'entraînement, est-ce qu'il y en a que tu as vu progresser justement vers des niveaux supérieurs encore aujourd'hui? Oui, absolument. Autant quand j'étais à Édouard-Montpetit, quand j'étais à Saint-Lambert, puis quand je suis ici, j'en ai plusieurs joueurs qui sont rendus au niveau universitaire. Comme qui, par exemple? C'est une excellente question. Il faudrait que je te sorte une liste. C'est pas des gars que vous reconnaîtriez probablement. Aucun problème. Ton meilleur moment là, comme entraîneur à date, ce serait quoi? C'est gagner le bol d'or, sans aucun doute. Ah ouais? Oui. En 2017, on a gagné le bol d'or à la 4e année d'existence du programme. C'était ma première année comme entraîneur ici à Saint-Hyacinthe, puis on a gagné le bol d'or à ma première année, puis à la 4e année d'existence du programme. Fait que ça, c'est sans aucun doute le point culminant de ma carrière. Ça, c'est l'euphorie. Mais là, maintenant, le moment le plus difficile que tu as eu à vivre? Il y en a chaque année. Quand c'est le dernier match, puis quand tu perds le dernier match, automatiquement, ça a été une année qui a été un peu déçue. Toutes les défaites en prolongation, pas en prolongation, mais en séries éliminatoires, c'est tout le temps des défaites qui sont difficiles à avaler. Puis quand on est dans des défaites comme ça, comment on fait pour se relever après l'année d'après ou encore les parties d'après? Il faut que tu mettes en contexte qu'il y a encore l'année prochaine, puis qu'on analyse qu'est-ce qu'on a fait bien, qu'est-ce qu'on a fait de mal pendant toute l'année, puis après ça, on est certain qu'on va rebondir plus fort. Comme l'année prochaine, l'année 2019, je suis persuadé que ça va être beaucoup mieux que l'année 2018. Là, en terminant, ta carrière va bien. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour l'avenir? Un autre bol d'or. Ah oui? C'est ça qu'on veut. C'est pour ça qu'on travaille fort. Plein de joueurs sont ici pour faire leur entraînement de ce soir. Puis on travaille fort, autant les coachs, autant les joueurs travaillent fort pour ce but-là. Vous savez, les ballons de football, c'est fait en cuir. Savez-vous combien ça prend de vaches pour fournir tout le cuir requis pour les ballons de la NFL pendant une seule saison? 3000 vaches. 3000. Aïe aïe. On a l'impression en regardant le Super Bowl qu'il y a un seul ballon qui se passe pendant toute la partie, mais absolument pas. Il y en a 72 ballons qu'on voit passer à un moment ou à un autre. C'est important de les remplacer de temps en temps, mais la NFL sont pas fous. 120 ballons sont préparés pour le Super Bowl, chaque ballon étant individuel, fait sur mesure avec la grandeur standard et également les logos des deux équipes. Ça fait du ballon au pied carré en titi, ça, mes amis. Lors de l'année de la fondation du Super Bowl en 1967, assister au match,
ça coûtait l'équivalent de 3 paquets de gomme. Ça coûtait 6 $ le billet. Quand on calcule qu'aujourd'hui, ça coûte environ 1200 $ assister au Super Bowl, moi, je suis allé en 1967, surtout avec le nombre de légendes qu'il y avait dans les équipes à ce moment-là. Au Super Bowl, il s'en mange de la junk aux États-Unis. En chiffres, 14 500 tonnes de chips sont consommées au total. C'est 8 milliards de livres de guacamole. C'est 4 000 tonnes de popcorn ou encore 1,25 milliard d'ailes de poulet. Ça, mes amis, c'est 4 ailes de poulet par habitant. Évidemment, après ça, les ventes d'antiacides augmentent de 20 et il y a 6 des Américains qui calent malade le lendemain, évidemment. Quand tu regardes des joueurs collégiales actuellement, comme ici les lauréats à Saint-Hyacinthe, est-ce que ça te fait quoi? Est-ce que tu t'ennuies de cette époque-là ou tu as assez progressé? Puis... Ça me rend jaloux, puis je suis extrêmement jaloux et envieux des gens, des jeunes gens qui pratiquent ce sport-là en étant si jeunes. Et puis, pour la vaste majorité, c'est des jeunes qui ont commencé à jouer soit leur première, deuxième, troisième année du secondaire, qui ont eu la piqûre rapidement dans leur vie pour ce sport-là et qui, par la suite, viennent ici continuer leur cégep, mais il y a aussi des jeunes de l'extérieur, mais qui choisissent ma ville, Saint-Hyacinthe, ma ville natale, puis la ville dans laquelle je continue à vivre, que j'occupe avec grande fierté de pouvoir être ici dans notre région. Je suis vraiment envieux. Vas-tu les voir de temps en temps pour le fun, les lauréats? Écoute, c'est difficile encore pour moi dans ma carrière parce que, veux pas, moi, les fins de semaine, je joue également. Puis quand eux sont dans leur saison, la saison débute. La mienne est déjà commencée depuis un certain temps. Puis les saisons se terminent quand même pratiquement en même temps entre la Ligue canadienne de football et puis les circuits universitaires et cégep du RSEQ. Donc, les dates sont conjointes et c'est difficile pour moi, mais assurément, dès que je vais prendre officiellement ma retraite du monde du joueur, je vais m'impliquer. C'est quelque chose qui s'en vient éventuellement, ça, cette retraite-là? Ou... Écoute, j'ai eu mes 36 ans officiellement hier, le 17 mars, et je sais que c'est dans l'immédiat, ça s'en vient très rapidement. J'ai encore un contrat en ma possession avec une année de jeu. Mais ultimement, écoute, j'ai 36 ans et jouer au football à 36 ans, écoute, c'est un sport de jeunes. C'est un sport de jeunes un peu plus. Parlant des jeunes, qu'est-ce que tu leur conseilles à ces jeunes-là qui commencent dans le football? Le premier conseil que j'ai donné à absolument tous les jeunes, que ce soit au primaire, au secondaire, au cégep et même à l'université, le premier conseil que je donne, c'est réussir tes cours. Mais pas juste de réussir ses cours à 60 %. Réussir tes cours comme une réussite. Vraiment une réussite. Donne tout ce que tu peux dans ces cours-là et vis une réussite au travers le cheminement. Parce que ultimement, tu ne perdras jamais ton temps. Et puis, j'ai vu tellement de talent au fil de mes années. Puis, j'ai pas un gros bagage football. Maintenant, j'en ai un bon professionnel. Mais antérieurement à ça, j'ai vu énormément de jeunes qui éprouvaient des difficultés scolaires parce que ce n'était pas assez important pour eux et qui venaient leur mettre des bâtons dans les roues quant à leur cheminement qui était leur passion pour le football. Donc, le cheminement pour se rendre jusqu'au circuit professionnel, c'est connexe, c'est immédiat, c'est collé à ton cheminement éducatif. Donc, tu dois aller à l'école. Tu dois non seulement te rendre au niveau universitaire, mais tu dois passer tes cours pour être éligible après ta 4e année au repêchage. Donc, c'est beaucoup d'investissement dans tes études. Et ultimement, une carrière professionnelle, c'est quelque chose d'éphémère, quelque chose qui ne dure pas. Donc, d'avoir un bon bagage,
curriculum vitae d'expérience scolaire, c'est une bonne chose. Tu le dis, une carrière, c'est pas éternel. En terminant, après ta carrière, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter? Qu'est-ce que tu veux faire après? Je ne le sais pas encore. Je ne sais pas encore. Je fais partie des gens, je pense que je suis un petit peu trop étroit au niveau mental à cet égard-là, dans le sens où est-ce que quand je suis en relation avec quelque chose ou quelqu'un, j'ai tout le temps cru qu'il faut que tu ailles les deux pieds dedans, parce que si tu as un pied en dehors, tu n'es plus dedans. C'est vrai. Donc, je suis joueur professionnel de football, c'est ce que je suis en ce moment. Puis, par la suite, je verrai. Et boy, qu'on en a appris aujourd'hui quand même sur le football. Honnêtement, finalement, c'était pas des mises en échec, pas en tout. T'as été surpris, hein? Puis je pense que vous aussi, vous en avez appris, tout comme moi. Puis le Super Bowl l'année prochaine? Ouf, je pense que je me rendrai même pas à l'entraînement. Donc, si vous voulez commencer le football dès maintenant, il y a les Voltigeurs à Drummondville et à Saint-Hyacinthe. Bien, il y a les lauréats également à Saint-Hyacinthe, 2 clubs collégiales, mais sinon, je pense que même au primaire jusqu'au secondaire aussi, vous pouvez en faire si ça vous tente, si vous êtes plus jeune. Et sinon, par la suite, il n'est jamais trop tard pour commencer juste en ayant du plaisir. Exactement. Votre fédération de football vous attend. Vous avez juste à aller communiquer sur le site web pour commencer. D'ici là, on se voit une prochaine fois, un autre épisode d'ADN Sportif. Salut! Bye tout le monde!